Mesdames, Messieurs les rapporteurs, on y va. Donc, après une matinée qui a déjà été riche de 2 tables rondes, nous nous retrouvons pour une après-midi qui en comportera 2 à nouveau, et puis l'audition de la HAS. Pour cette première table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir les représentants des fédérations hospitalières. Donc là, on a le nom des personnes, mais elles se présenteront quand elles prendront la parole. La Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la privée solidaire, la Fédération hospitalière de France, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bien sûr la bienvenue devant notre commission spéciale sur l'examen du projet de loi dit fin de vie. Je vous donnerai la parole pour chaque fédération et pas pour chaque représentant, pour chaque fédération 5 minutes pour que vous puissiez nous donner votre avis sur le projet de loi qui est soumis à l'examen de cette commission. À l'issue de votre présentation liminaire, les rapporteurs qui sont à mes côtés, les 5 rapporteurs, auront 3 minutes de questions auxquelles vous pourrez répondre par la suite, et chaque député pourra poser les questions qu'il souhaite, sachant que nous arrêterons cette audition à 16h30. Alors, la question, c'est dans quel ordre fait... Eh bien, on va commencer par la FHF. Bonjour, donc moi je suis professeur de réanimation, j'interviens au titre de la commission d'éthique de la FHF. Sur les soins d'accompagnement, 2-3 messages. Premier message, je pense qu'il faut absolument préserver la continuité de la prise en charge des malades. Un malade est pris en charge dans une structure qui a une confiance dans l'équipe. Il paraît assez difficile d'entraîner une rupture et ce qui plaide pour des lits identifiés de soins palliatifs et des unités mobiles de soins palliatifs qui peuvent intervenir dans tous les services, d'autant que cette fin de vie ne concerne pas que l'oncologie, mais concerne énormément de pathologies arrivées à un stade terminal pour lesquelles il n'y a plus de projet thérapeutique. Le deuxième élément, c'est les unités de soins palliatifs. On sait qu'un certain nombre de départements en sont dépourvus, c'est ce qui est un vrai manque, un vrai trou dans la raquette. Mais je pense que ces unités ne répondront jamais à la demande de l'ensemble des fins de vie sur le territoire national. Et il faut que ces unités structurent une organisation en réseau des soins d'accompagnement dans un territoire. Donc voilà sur les soins d'accompagnement. Sur l'aide active à mourir, on ne peut pas tout détailler, mais il me semble qu'il y a un point sur lequel il faut s'arrêter, c'est les conditions de réalisation de cette aide à mourir. Il est dit dans le projet que des soignants doivent être présents, pas nécessairement dans la pièce, de manière à ce qu'ils puissent intervenir en cas de difficulté. On peut imaginer plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est que finalement le malade dit « je veux mourir, mais je ne me sens pas capable de prendre la dose létale ». Le malade peut vomir ces traitements, ou le malade peut être dans l'incapacité physique de prendre les traitements. Et donc la question posée, c'est quelle attitude doit adopter l'équipe soignante présente en cas de difficulté. Est-ce qu'il doit y avoir une dose de secours, entre guillemets, avec possibilité d'injection de la dose létale? Il me semble que ce point est important parce que ça pose question sur l'implication des soignants. Et comme vous le savez, il y a un certain nombre de soignants qui sont assez opposés à leur implication directe dans cette aide, pour le coup ici, active à mourir. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Marc. Mesdames et messieurs les députés, très rapidement également, peut-être insister sur l'importance, en prolongement de ce que vient de dire le professeur Guidé, de la stratégie décennale sur les soins palliatifs. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle est nécessaire. Hein, des données montrent que ça a été évoqué récemment dans la presse qu'une part très importante des personnes n'ont pas de fait accès
à des services de soins palliatifs, mais aussi parce qu'il ne faut à aucun prix laisser penser à l'opinion que les dispositions législatives qui sont étudiées aujourd'hui auraient pour objectif d'éviter d'avoir à déployer une stratégie de soins palliatifs, sans parler même de l'idée terrible qu'il s'agirait finalement de faire des économies. Et pour cela, ça signifie que cette question de la stratégie soins palliatifs, même si la stratégie décennale ne devait pas être dans la loi au sens strict, il faut que des signes très rapidement soient envoyés pour indiquer qu'elle va bel et bien se déployer. Et évidemment, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de travail à faire. Évidemment, ça signifie une vraie volonté de déployer, comme le professeur Guillet vient de le dire, une culture palliative. Alors évidemment dans les établissements de santé, mais ça ne vous étonnera pas aussi dans les établissements médico-sociaux, où il s'agit encore souvent d'un non-dit assez grand, alors même que à peu près un tiers de nos concitoyens qui décèdent dans une structure pour personnes âgées. Et de plus en plus, et ça sera de plus en plus le cas, le sujet va se poser aussi dans les structures pour personnes en situation de handicap, puisqu'il y a un fort vieillissement de la population dans ces structures. Et des enjeux très concrets s'y trouvent, puisque, par exemple, un tiers des EHPAD n'ont pas de convention avec une unité mobile de soins palliatifs, et une proportion encore plus grande dans le champ du handicap. Donc il y a là des enjeux qui sont peut-être pas forcément de nature législative, mais au fond, une inscription législative serait sans doute pas inutile pour organiser le travail des pouvoirs publics. Et puis peut-être un dernier mot, pour respecter les délais brefs, mais c'est normal, qui nous sont impartis, dire que on aura quand même une attention à ce que la gouvernance des soins d'accompagnement, puisque c'est la nouvelle dénomination, soit bien posée à la fois au niveau national et peut-être de manière aussi importante au niveau territorial. Dans les différentes moutures du texte, on ne le voit pas toujours. La coordination des services de soins palliatifs et notamment des unités mobiles dont le développement est indispensable et un financement adéquat, c'est un axe important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à faire pour améliorer cette gouvernance territoriale. Merci beaucoup. Merci. Pour la FHP ? Merci. Bonjour, Madame la députée, Mesdames les députés et Messieurs les députés. Donc, Christine Schibler, je suis déléguée générale. Christine Schibler, je suis déléguée générale de la Fédération de l'hospitalisation privée. Merci beaucoup de nous recevoir. Donc, quelques propos introductifs. Donc, vous dire que la FHP représente 1030 cliniques et hôpitaux privés qui réunissent 160 000 salariés et 40 000 médecins libéraux. À ce titre, nous avons donc quelques mots peut-être pour parler d'abord déjà des soins palliatifs et donc regretter un peu à l'image de ce que vient de dire la FHF, l'insuffisance d'offres par rapport à la satisfaction des besoins nécessaires. Nous, au niveau de l'hospitalisation privée, donc nous effectuons donc 23%. Nous répondons à 23% des besoins de soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Et c'est une place stable que nous avons depuis plusieurs années, avec les différentes modalités de prise en charge. Et donc, ça correspond à 23 000 séjours. On a donc un rôle significatif dans cette activité de soins, avec, dans un contexte que vous le connaissez, qui est extrêmement difficile pour nous, puisque les récentes décisions tarifaires nous ont pénalisés considérablement. C'est la raison pour laquelle la FHP et 6 syndicats de médecins libéraux ont décidé d'une mobilisation pour leur reconnaissance avec un mouvement de cessation d'activité à compter du 3 juin. On a donc une stabilité de l'offre ces 10 dernières années, avec un système effectivement qui mériterait d'être visité, puisque vous savez que tout ce qui est soins palliatifs est contractualisé avec les agences régionales de santé, mais ne fait pas l'objet ni d'autorisation ni d'appel à projet, ce qui finalement nuit à son développement. De la même manière, sur son financement,
Le financement est fait sur le FIR avec une instabilité dans la durée des financements qui fait que ça limite bien sûr le développement de cette activité de soins palliatifs comme on pourrait le souhaiter sur l'ensemble des territoires, sans parler bien sûr des problèmes récurrents de ressources humaines qui sont liés à une insuffisance de formation. Donc développer la culture de soins palliatifs et l'inscrire dans la durée et en lien après avec les soins d'accompagnement, c'est extrêmement important et on souhaite, nous, que ça puisse évoluer et être mieux reconnu. Dans ce cadre-là, la notion plus englobante de soins d'accompagnement, telle qu'elle est prévue dans le projet de loi, nous semble être une évolution tout à fait intéressante, car renvoyant à une approche plus holistique de la prise en charge de la personne avec les soins de support et les soins de confort. Il y aurait à la fois un projet de vie, un projet de fin de vie et une approche anticipée des besoins qui est essentielle. Et dans ce contexte, mériterait d'être posées les discussions anticipées qui s'inscrivent dans le temps dans une alliance entre les patients et les soignants. C'est vrai que dans les soins palliatifs, donc, on pense aussi qu'il faut développer la prise en charge à domicile, les prises en charge en hôpital de jour. À ce titre, nous avons 18% des hôpitaux de jour de soins palliatifs. Et nous pensons aussi qu'il faut lever les cloisonnements qui existent dans le monde de la santé entre les établissements purement sanitaires et les établissements aussi médico-sociaux, et puis aussi continuer à développer l'hospitalisation à domicile et l'hôpital de jour pour les soins palliatifs. Béatrice, je te laisse continuer. Oui, merci beaucoup et merci pour cette audition. Un petit mot sur l'enjeu des droits avant de parler de l'aide à mourir. Juste pour dire sans doute que d'abord que nous souscrivons à l'article 4 du projet de loi qui vise à améliorer les modalités de formulation par anticipation de ces souhaits de prise en charge médicale. On avait appelé de nos voeux lors de notre audition à la faveur de l'évaluation de la loi Leonetti-Claes la possibilité, on n'était pas les seuls, d'enregistrer ces directives anticipées dans l'espace numérique de santé. On trouve que c'est une très bonne chose. Après, comme vous avez aussi placé ce projet de loi sous, je dirais, l'esprit de quelque chose qui soit un accompagnement de long terme, sans doute que la notion, au-delà des directives anticipées qui sont toujours finalement une décision à intenter, cette notion effectivement d'inscrire dans le cadre d'un accompagnement, cette notion de discussion anticipée nous paraît quand même peut-être plus fructueuse encore et sans doute quelque chose à développer. Mais cela suppose d'abord que les droits soient infiniment mieux appropriés et connus qu'ils ne le sont. On le voit bien sur les directives anticipées. Hein, les études du Centre national fin de vie et soins palliatifs, par exemple, montrent bien que 57% des Français ne savent pas ce que c'est. Et donc, il y a effectivement, souhaitons que le débat qui démarre autour de ce projet de loi y contribue et que la notion d'accompagnement et de projet personnalisé qui est contenue dans ce texte facilite aussi cette acculturation en ne voyant pas simplement les enjeux de fin de vie comme une sorte de coup près, mais comme un accompagnement. Et là, si la communauté médicale a un rôle à jouer en ce sens, il ne faut pas oublier bien sûr aussi les rôles des acteurs de la démocratie sanitaire et les associations d'aidants et de bénévoles. Et puis, malheureusement, on peut déplorer aussi sur les sujets de fin de vie quand même un grand déficit en matière de données. On a très peu de données de savoir finalement comment on meurt, ou comment on vit, comment se passe la fin de vie dans notre pays et comment on meurt dans notre pays. Et finalement, de telles données favoriseraient sans doute une compréhension plus fine de ce qui motive une demande de vie, une demande de mort. Et là, on voit bien, hein, pourtant l'IGAS déjà en 2018 l'avait dit, qu'on a quand même un véritable défaut et sans doute des tabous aussi sur ces enjeux et qu'on manque de données et qu'il faut davantage de données là-dessus qui contribueraient à lever les tabous. Sur l'aide active à mourir, très rapidement, on aborde nous aussi, on a écouté les débats hier avec aussi beaucoup d'humilité le sujet, il faut le dire, parce qu'on représente 1030 cliniques et hôpitaux privés et nul doute qu'il y a sur ces enjeux une grande diversité aussi d'approches. Il nous semble que c'est important et intéressant parce qu'on a entendu hier ce que ce n'était pas. Et on peut très bien l'entendre. On a dit que ça n'est pas un suicide assisté parce qu'effectivement, notamment les associations de lutte contre le suicide ne veulent pas l'appropriation de cette terminologie, on peut les comprendre. On nous a dit que ça n'est pas de l'euthanasie. Et bien sans doute faut-il aussi, pour une acculturation à ce modèle français, qu'il y ait, je dirais, une clarté sur la sémantique. Parce que si on veut finalement
qu'il y ait une acculturation aussi à ce cheminement. Il faut sans doute lever aussi des ambiguïtés sémantiques. Une fois que ça s'est posé, il nous apparaît que les conditions cumulatives d'accès à cette aide à mourir sont claires et nécessaires, posent des garde-fous éthiques indispensables et qui doivent être sanctuarisés. Ça nous paraît très très important parce que, et bien sûr, tel que notamment l'engagement du pronostic vital, même s'il y a un flou, et on y reviendra sur la notion de moyen terme, mais on a entendu hier que la ministre voulait saisir la HAS sur ce point. Mais on a un point de vigilance fort sur la garantie qu'il n'y ait pas de glissement dans ces conditions cumulatives et qu'elles soient bien sanctuarisées. On sait que ce n'est pas toujours le cas. Et on a noté l'équilibre entre, d'une part, la collégialité médicale requise, l'exercice possible d'une clause de conscience. Il nous semble souhaitable que cette clause de conscience soit bien garantie à l'ensemble des professionnels de santé. Et puis, en équilibre, la création d'un fichier de professionnels volontaires. Mais on souhaite quand même attirer votre attention parce qu'évidemment, on est, Christine Schibler le disait, on écoute aussi ce que disent nos soignants. Et il faut répondre dans ce débat, et le débat à l'Assemblée contribuera, nous l'espérons, aux inquiétudes de la communauté médicale et plus largement de l'ensemble des soignants au chevet des personnes vulnérables. Vous savez, qui connaissent aujourd'hui, avec les pénuries d'effectifs, etc., ils sont très tendus, il y a beaucoup de tensions chez les professionnels de santé. Il y a un réel besoin de rassurance, c'est ce que nous pensons vraiment sur les garde-fous, alors que la question, l'aide à mourir est-elle un soin, sera évidemment au cœur des débats, notamment les soignants engagés dans les soins palliatifs. Ils peuvent y voir une négation de leur accompagnement et il faut les entendre. Il faut voilà. Donc pour nous, on voit bien l'équilibre qui veut présider à ce texte. C'est quand même le point de vigilance que l'on pose. On se dit que finalement, il ne doit pas y avoir le fait qu'il y ait les deux sujets dans le projet de loi dont acte, mais il ne doit pas y avoir une idée d'un continuum. C'est-à-dire, d'une part, il doit y avoir sans doute la règle, qui est finalement le développement drastique des soins palliatifs et d'accompagnement, avec la culture palliative évoquée par Marc. Et puis, un deuxième sujet qui ne doit pas être l'alternative de l'autre, mais qui doit être un deuxième sujet, une exception, certes, la ministre l'a dit hier, et qui répond à des situations auxquelles la loi, la sédation profonde et continue prévue dans la loi Leonetti-Claes ne répond pas aujourd'hui. Donc voilà, cette porte est plus entrouverte aujourd'hui, dont acte, mais voilà, pour nous, cela suppose une grande vigilance sur le maintien des garde-fous et puis évidemment éviter toute dérive auxquelles les premières exposées, on peut le voir dans certaines études, seraient immanquablement les personnes les plus vulnérables socialement. Donc on imagine que tous les débats de l'Assemblée vont présider à cette recherche d'équilibre entre les deux choses. Et voilà, nous, on voulait aussi attirer votre attention sur effectivement les questionnements, en tout cas, des soignants, que quelque part, même si on représente nos établissements, mais on entend évidemment ce que nous disent aussi la communauté soignante qui exerce avec beaucoup d'engagement dans nos établissements et dans les services de soins palliatifs. Merci. La FERP. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, d'abord merci de nous donner l'occasion d'exprimer le point de vue de la Fédération qui rassemble près de 6000 adhérents à la fois dans le domaine sanitaire, médico-social et social et qui s'est fait une spécialité d'accompagner les personnes fragiles. Et donc, vous savez à quel point ce débat est important pour notre fédération et pour ses adhérents. Avant de passer la parole au professeur Guérin, qui est le conseiller médical de la fédération et par ailleurs gériatre, quelques mots pour vous dire qu'on ne peut que saluer le travail d'approfondissement de la législation existante qui ouvre la notion de soins palliatifs en l'étendant à une logique plus holistique, plus globale de soins d'accompagnement. Et on ne peut aussi que saluer les précisions qui ont été engagées relativement au régime des directives anticipées, comme ça vient d'être indiqué. C'est quelque chose qui manquait et qu'on est heureux de retrouver dans ce projet de loi. Sur les maisons d'accompagnement, sans surprise, la FEAP soutient résolument la création de cette nouvelle forme d'offre dédiée à ce sujet. C'est un sujet sur lequel on a lancé un certain nombre d'expérimentations au sein de notre fédération. C'est un peu le chaînon manquant qu'on avait déjà souligné à maintes reprises. Donc on est très heureux de voir cette offre intermédiaire qui va venir étoffer effectivement une stratégie plus globale sur les soins palliatifs et les soins d'accompagnement. Alors évidemment, cela doit s'inscrire dans une réflexion stratégique complémentaire par rapport
aux modalités déjà existantes et à renforcement des modalités existantes, notamment dans les établissements sanitaires, notamment sur l'hospitalisation à domicile et notamment au bénéfice des établissements médico-sociaux et en particulier des EHPAD qui doivent pouvoir bénéficier beaucoup plus et beaucoup mieux de ces accompagnements. Sur l'aide active à mourir, juste un mot pour dire que nous, la FEAP, on ne se prononce pas sur le concept même d'aide active à mourir qui relève d'une question de société, mais qu'on s'interroge sur les modalités de son application chez nos adhérents et dans le secteur en particulier médico-social. Et je propose que Olivier continue la démonstration. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Olivier Guérin, je suis professeur de médecine en gériatrie, président du Conseil national professionnel de gériatrie, mais j'interviens aujourd'hui, comme l'a précisé Charles Guéprat, dans ma mission de conseiller médical de la présidente et du directeur général de l'AFEA. Le premier élément, quand j'ai pu discuter avec les collègues médecins de la fédération, qui remonte, c'est une question très médicale, c'est la définition du moyen terme. Et vous le savez bien, Madame la Présidente, c'est une question extrêmement complexe. Je sais que vous auditerez en fin d'après-midi le professeur Lionel Collet, président de la Haute Autorité de Santé. C'est une question, cela dit, extrêmement complexe sur le plan médical, notamment parce que, ici, on s'adresse à l'ensemble des pathologies possibles et que cet élément est un élément qui inquiète beaucoup la communauté médicale et soignante dans son ensemble sur cette définition ciselée de ce qu'est le moyen terme en termes d'espérance de vie individuelle. Je suis cancérologue digestif de formation initiale avant d'être gériatre. Nous avons beaucoup de données populationnelles sur des espérances de vie, mais il est très compliqué d'en avoir une idée précise à titre individuel, évidemment. Le deuxième élément, c'est le lieu EHPAD. Pour ceux qui connaissent, et vous êtes très nombreux ici, ce qu'est un EHPAD, le lieu même, la configuration de la vie en collectivité pour des résidents qui viennent tous avec un niveau de pathologie et un niveau de dépendance important, cette vie communautaire des résidents eux-mêmes paraît très antagoniste du fait que l'un des leurs puisse, au sein de l'établissement, choisir une aide active à mourir sans que ça n'impacte de manière très violente l'ensemble de la collectivité des résidents. Donc le principe que l'on souhaiterait, c'est pour le coup, dans la dimension d'aide active à mourir, l'exclusion du lieu EHPAD en tant que tel. La décision individuelle doit pouvoir s'exercer de la même manière pour l'ensemble des citoyens, bien sûr, y compris ceux qui sont en EHPAD, mais pas réalisée au sein de l'EHPAD, ou en tout cas pas dans les EHPAD tels que je les connais moi, à l'heure actuelle. Une remontée aussi assez forte, c'est ce qui est finalement une forme d'innovation présentée dans la loi de notre pays par rapport à ce qui se fait ailleurs, c'est l'intercession dans le dispositif d'aide active à mourir d'un volontaire. C'est original et ça soulève par contre plein de questions. C'est très difficile de faire mourir un proche, même s'il le souhaite et qu'on l'a accepté. Et les conditions de la réalisation de l'acte et le suivi derrière, on va dire, de l'impact émotionnel que ça peut générer, doit être parfaitement pris en compte, ce qui n'est pas si évident dans la structuration actuelle de la capacité de suivi des éléments émotionnels, notamment par les psychologues cliniciens, dont c'est le cœur de métier dans notre pays. C'est quelque chose qui nous interpelle, puisque nous sommes à la fois, soit sur celui qui décide, qui le réalise lui-même, un professionnel de santé qui peut le faire, et puis un volontaire. Donc, vigilance sur le choix du volontaire, la vraie volonté du volontaire à le faire, et derrière le suivi de ce qui va se passer pour lui une fois qu'il l'aura fait.
Dernier point, mais ça c'est une question très organisationnelle aussi au sein des unités de soins, c'est l'idée que l'on puisse faire émerger une clause de conscience collective. Alors collective, pas à l'échelle d'un établissement, par exemple, hein, mais collective à l'échelle d'une équipe de soins. Ça paraît difficile pour ceux qui gèrent des équipes de soins. Si vous avez un mélange de soignants qui sont d'accord pour le faire, d'autres qui veulent faire jouer leur conscience, leur clause de conscience individuelle, comment on va gérer la totalité de l'équipe derrière? Donc c'est une vraie question, et cette vision de clause de conscience collective à l'échelle d'une équipe de soins nous paraît importante à réfléchir. Je vous remercie. Unicancer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, donc Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer. Je tenais tout d'abord à souligner qu'Unicancer salue l'ambition du projet de loi en matière d'accompagnement de fin de vie qui répond à des attentes. L'ambition de développer une filière de soins palliatifs et d'améliorer l'égalité d'accès aux soins palliatifs, aux soins de support, la coordination sur l'ensemble des territoires, dans un contexte de vieillissement démographique, d'augmentation de l'incidence des cancers, de développement du caractère chronique des pathologies cancéreuses. C'est bien sûr fondamental de pouvoir offrir cela aux patients et aux aidants sur l'ensemble du territoire. Il nous semble important de souligner que dans le cas de la notion de soins d'accompagnement qui est très large, il faut absolument identifier les notions de soins de support et de soins palliatifs qui sont celles qui sont reconnues au niveau international et qui font référence. Et cela est important car l'enjeu, c'est de pouvoir garantir à l'ensemble des personnes concernées l'accès à des soins palliatifs et des soins de support anticipés, la notion d'advanced care planning. Et c'est donc important de pouvoir vraiment distinguer, identifier ces notions. C'est important également, nous semble-t-il, de pouvoir faire figurer, tracer dans le dossier hospitalier que systématiquement, il y a bien eu une proposition de soins palliatifs et de soins de support anticipés, comme cela peut être fait dans d'autres pays. On peut citer notamment la Belgique et l'Italie. Un deuxième point concernant les soins palliatifs et les soins de support, c'est pour nous fondamental pour pouvoir développer une filière, une coordination dans les territoires comme c'est l'ambition, de s'appuyer sur des structures comme les centres de lutte contre le cancer ou d'autres qui ont une culture palliative développée et une culture de l'anticipation, notamment par exemple à travers des organisations telles que les hôpitaux de jour soins palliatifs, notamment aussi à travers des équipes mobiles de soins palliatifs qui peuvent s'étendre sur l'ensemble du territoire et favoriser en fait la coordination des soins palliatifs sur l'ensemble des territoires. Nous saluons bien sûr le fait qu'il y a des perspectives pour la recherche en soins palliatifs. On sait que c'est un enjeu important et l'universitarisation, le développement d'une filière universitaire va bien sûr contribuer à pouvoir développer la recherche en soins palliatifs. Et bien sûr, il faut être vigilant sur tout ce qui concerne les soins palliatifs pédiatriques. Un des points d'attention qui a été d'ailleurs souligné par le professeur Guérin et qui est partagé par les médecins des centres de lutte contre le cancer porte sur la notion de moyen terme. Et je vais citer notre président d'Unicancer qui s'excuse qu'on ne peut être là sur ce sujet pour être très clair concernant ce point qui est important. Effectivement, le sujet est que, en cancérologie, en tous les cas, il semble exister deux populations très différentes de patients, ceux dont l'état général n'autorisera pas une nouvelle ligne thérapeutique du fait de leur fragilité. Mais il y a également une deuxième catégorie de patients. Ce sont ceux qui sont porteurs de cancer en deuxième ligne de traitement, pour laquelle la médiane de l'espérance de vie est de 6 à 12 mois, mais ce qui veut bien dire que c'est une médiane, et pour lequel des progrès thérapeutiques, notamment la médecine de précision, vont laisser espérer pour une fraction, une survie qui sera au final beaucoup plus prolongée. Et c'est la population, effectivement, de patients dans laquelle les médicaments innovants, tels que l'immunothérapie, tels que les thérapies ciblées,
ont été testés en premier, ont fait leur preuve de concept. Et il est essentiel de distinguer ces deux catégories de population. Et il semble donc qu'une approche collégiale, notamment en réunion de concertation pluridisciplinaire, permettrait cette distinction qui est évidemment fondamentale et de permettre d'être utile pour l'esprit de la loi. Merci. La Fédération des établissements d'hospitalisation à domicile. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Elisabeth Hubert, présidente de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile, avec Mathurin Laurin, qui est le délégué général de la Fédération. Merci de votre invitation et par avance, merci de votre écoute. Je crains d'être dans le timing des 10 minutes qui nous avaient été imparties et donc vous me pardonnerez par avance d'être dans ce temps. Quelques mots avant tout sur l'hospitalisation à domicile. La FNEAD, qui est la fédération représentative depuis 2009, réunit la quasi-totalité des établissements d'HAD, quel que soit leur statut. Ces 282 structures, établissements de santé, sont présents sur tout le territoire français, métropolitain et ultramarin. Ces HAD emploient des médecins, dont la plupart sont titulaires de DU de soins palliatifs ou de douleurs, des infirmières, des aides-soignantes, des assistantes sociales, des psychologues, des diététiciens, des pharmaciens, qui sont des salariés qui travaillent de façon collégiale et coordonnée. En 2023, ces établissements d'HAD ont réalisé 300 000 séjours au bénéfice de 165 000 patients. Ce sont 82 000 séjours qui ont été codés en soins palliatifs pour environ 70 000 patients. Entre 2019 et 2021, c'est-à-dire durant la crise du Covid, le nombre de séjours en soins palliatifs a cru de 30%, et entre 2022 et 2023, la croissance a été de 10%. En résumé, les HAD sont présents, y compris dans les 20 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, et y assurent donc une activité de soins palliatifs, et ce sont des acteurs majeurs, incontournables et expérimentés des soins palliatifs et de la fin de vie. En ce qui concerne le premier volet de ce texte sur les soins palliatifs, et en premier lieu l'inclusion des soins palliatifs dans un ensemble plus large baptisé soins d'accompagnement. Il faut rappeler, cela a été dit il y a quelques instants par Sophie Beaupère, que les soins palliatifs obéissent à une définition internationale et qu'à l'heure où s'exprime la volonté de les développer dans leurs divers volets, unités de soins, recherche et enseignement, il est peut-être contradictoire d'en occulter la place au profit des notions vagues et très diverses que sont le soutien et l'assistance. Il est à noter que la définition des soins d'accompagnement affiche une forte similitude avec les soins de confort qui ont une place eux aussi officielle dans notre organisation soignante. Pour autant, la FNEAD voit émerger avec intérêt la nécessité de prendre en compte plus précocement l'enjeu palliatif. Nous espérons que les établissements d'HAD, qui aujourd'hui ne se voient pas autorisés à intervenir lors de cette phase précoce des besoins des patients, pourront demain s'intégrer dans le processus. Le deuxième point, les maisons d'accompagnement et leur création. Ces structures sont un heureux complément à l'offre hospitalière et une alternative bienvenue à une fin de vie au domicile qui n'est pas toujours possible. Mais là aussi, nous ferons deux demandes et une remarque. Faire en sorte que des initiatives qui existent déjà soient bien intégrées dans ce plan de déploiement des maisons d'accompagnement. La deuxième chose, c'est que soient clairement distingués répit et aide à mourir. Et pour cela, s'interdire à ce que ces maisons baptisées d'accompagnement ne deviennent en fait des lieux où serait pratiquée de façon privilégiée l'aide à mourir. J'ajouterai que les chiffres qui ont été avancés, dont on n'a aujourd'hui pas de confirmation, de 80 millions d'euros sur 10 ans pour financer 100 maisons d'accompagnement, nous interrogent, tant ce montant est en décalage avec, bien sûr, les moyens financiers nécessaires en investissement et en fonctionnement pour de tels lieux d'accueil. Troisième point, le plan personnalisé de fin de vie. Là aussi, excellente initiative, avec, ayons en tête, deux problèmes tristement actuels. La formation des professionnels, à même d'établir ces plans qui sont nécessairement pluridisciplinaires, ce qui justifie un minimum de savoir-faire et de savoir-être. Deuxième point, dans un contexte de pénurie de professionnels,
le problème de la disponibilité nécessaire des soignants pour développer cette approche. En conclusion de ce premier volet sur les soins palliatifs, nous nous interrogeons en quoi l'inscription de ces quelques articles sur les soins palliatifs inscrits dans une loi permettra de faire mieux qu'auparavant. Ainsi que le Conseil d'État l'a indiqué dans son avis, le projet de loi ne comporte pas de dispositions de nature programmatique, notamment budgétaire, permettant de fixer des objectifs clairs. Je rappelle que depuis 2018, nous avons eu 2 plans soins palliatifs dont le contenu convenait parfaitement aux acteurs du secteur. Il y a eu l'an passé une circulaire sur les soins palliatifs, elle aussi établie en étroite concertation avec les professionnels. Et pourtant, faute de moyens financiers et humains, ces plans sont restés largement lettre morte. Est-il normal qu'un département comme la Sarthe, peuplé de 560 000 habitants, ne soit pas parmi ceux qui se verront créer une entité de soins palliatifs d'ici la fin de l'année 2024? Pourquoi 10 ans permettrait de faire mieux que 3 fois 3 ans, surtout dans un contexte de disette budgétaire? Pourquoi, depuis l'adoption de la loi Leonetti-Claeys en mars 2016, si peu de moyens financiers et humains ont été consacrés à faire connaître ce texte, à informer la population de son existence, à former les soignants à sa compréhension et à son usage en tout lieu du territoire français? Pourquoi ne pas avoir fait le choix d'un texte législatif dédié aux soins palliatifs, intégrant les principes, des dispositions plus précises, les missions des divers acteurs et des moyens financiers? J'en viens maintenant au titre 2 et à l'aide à mourir. Un sujet sémantique tout d'abord. Et je reprendrai les termes du Conseil d'État dans son avis, qui dit « Le projet de loi a pour objet principal de créer une aide à mourir entendue comme la légalisation sous certaines conditions de l'assistance au suicide et de l'euthanasie à la demande de la personne. » Pourquoi ne pas utiliser ces mots dans ce projet? Un peu plus loin, dans son avis, le Conseil d'État indique « Appréhender les situations de fin de vie à travers le seul instrument juridique risque de paralyser le jugement éthique qui bien souvent suffit pour qu'une décision juste soit prise et que personne ne se sente menacé sur le point de vue d'autrui. » Je n'irai pas dans le détail de la procédure prévue pour engager ce processus d'aide active à mourir. D'autres organisations, notamment de soignants, elles ont été abordées par Olivier Guérin, si elles sont conviées à vos auditions, le diront mieux que moi. Je ferai néanmoins 3 remarques. Les conditions d'accès à cette aide à mourir sont strictes dans la loi. Mais outre le fait que des voix s'élèvent déjà pour demander sans attendre l'élargissement des indications, les exemples étrangers des textes adoptés montrent qu'il ne faut guère beaucoup d'années pour qu'en soit décidé l'élargissement et faciliter l'accès à l'aide à mourir. Le président de la République, en présentant ce texte, a évoqué la mise en œuvre du principe de collégialité pour la mise en œuvre de la démarche. La pratique décrite ne répond pas à cette définition, mais à celui d'une simple consultation, du recueil d'un avis, avec à la fin la notification de la décision du seul médecin qui a été sollicité par le malade. Enfin, 3e point, le sujet de la clause de conscience. Je reprendrai ce qui a été dit il y a quelques instants. La moitié des HAD situés dans des territoires peu peuplés ont par jour 40 à 60 patients. De ce fait, le nombre de professionnels soignants travaillant en équipe, tel que je l'ai décrit il y a quelques instants, est inévitablement réduit. Que ferons-nous si dans ces HAD, comme nombre de professionnels nous le disent, tous refusent d'être associés à une aide active à mourir? Nous sommes établissements de santé et nous serons contraints d'appliquer la loi. Mais comment? Puisque tous les salariés auront fait état de leur clause de conscience. Il est dit que le responsable de l'établissement est tenu de permettre l'intervention de professionnels concourant à l'aide à mourir. Au vu de l'état des effectifs médicaux dans certains départements, cela risque d'être difficile. Madame la Présidente, vous avez récemment indiqué dans une interview qu'il y a eu construction sur ce projet avec les soignants. Je suis sûre que vous aurez à cœur de rétablir et de dire que cela a été fait avec des soignants. Je voudrais conclure cette intervention en vous faisant part de l'opinion de ces professionnels qui, jour après jour, en HAD et à domicile, mais aussi dans les établissements, œuvrent auprès de ces patients pour qui il est médicalement établi qu'il ne pourra pas y avoir de guérison. L'exemple pris par le président de la République d'une personne en phase terminale d'un cancer, amenée à se rendre à l'étranger pour être accompagnée dans sa fin de vie, a blessé beaucoup de soignants, tant cela est loin de la vérité et de leur pratique quotidienne. Ce que craignent avant tout nos concitoyens, c'est de mal mourir, de souffrir,
ou que les soins en adéquation avec leur état de santé ne leur soient pas délivrés. Intervenant jour et nuit auprès de patients fragiles, en proie au doute, parfois en situation de détresse, les soignants constatent que ces malades sont aussi encore capables d'éprouver des joies et des bonheurs, voire de faire des projets. Certains indiquent, il est vrai, leur souhait d'en finir, mais bien souvent ces propos sont des appels au secours, face à la solitude, à l'indifférence, à la peur. Ces malades veulent voir soulager leurs symptômes et ils demandent de l'empathie, de la compréhension, de l'amour. Ils expriment aussi le souhait d'être rassurés et de laisser après la mort une trace, un souvenir, un regret. Combien de fois avons-nous vu des patients que nous estimions perdus à courte échéance continuer à vivre, tout simplement parce qu'ils voulaient encore une fois participer à un événement heureux? Tous les professionnels soignants présents chaque jour auprès des patients vous le diront, la demande de mise en œuvre d'une procédure active d'euthanasie est rarissime. Comment la confiance que placent en nous les patients ne serait pas amoindrie si, au même titre que nous administrons des thérapeutiques pour soigner, soulager et guérir, nous étions conduits à injecter un produit létal? Cette démarche va à l'encontre de notre déontologie. Le droit à mourir avec une assistance médicale serait l'ultime espace de liberté et de dignité. Mais en quoi la maladie et les souffrances qu'elle peut engendrer sont-elles source d'indignité? N'est-ce pas le rôle du législateur que de protéger les plus humbles et les plus fragiles et de les préserver de tout abus d'individus plus forts et plus puissants? En octroyant ce droit à mourir médicalement, comment ne pas craindre que dans le futur, notre société n'en soit pas à reprocher à ces personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies incurables, de ne pas avoir fait usage de ce droit d'aide à mourir? En instituant ce droit individuel à une fin de vie libre et choisie, ne menaçons-nous pas les droits à vivre de milliers d'autres? C'est en protégeant le plus grand nombre et les plus faibles que réside la vraie fraternité et la solidarité. En conclusion, la FNEAD n'est pas favorable à ce volet du texte d'aide à mourir, estimant que la France est déjà dotée des instruments législatifs qui permettent de répondre aux demandes médicalement identifiées de patients engagés dans un processus irrémédiable de fin de vie. Merci. Merci, Mesdames, Messieurs, pour ces propos liminaires. Il se trouve que, puisque j'ai été interpellée intuitu personnel, vous dire, Madame la Présidente Hubert, que mon rôle de présidente ici, c'est bien de ne pas dire sur le fond, même si tout le monde sait ce que je pense, et je me suis interdit pour l'instant de dire un mot ou de répondre à une question sur le fond. Vous m'interpellez sur les travaux précédents qui ont été menés. Ça n'est pas parce que nous ne sommes pas arrivés aux conclusions que vous souhaitiez que vous n'avez pas été associés aux travaux. Faire la politique, c'est faire des choix. Ces choix ont été parfaitement assumés. Ils ont abouti à un projet de loi qui est présenté aujourd'hui à l'Assemblée. Et je suis désolée, mes collègues, mais puisque j'ai été interpellée, je me permets de répondre. Monsieur Falorni, rapporteur général. Merci, Madame la Présidente. J'avais prévu des questions assez générales, mais compte tenu de ce que je viens d'entendre, je serai peut-être un peu plus précis. Docteur Elisabeth Hubert, vous parlez, en parlant de la co-construction, que ce travail a concerné des soignants et pas les soignants. Alors, pour que vous puissiez considérer que ce sont les soignants, comment aurait-il fallu faire? Est-ce que, et j'en viendrai sur la conscience collective, est-ce que vos fédérations incarnent la conscience collective de tous les soignants? C'est une question. La deuxième question, c'est sur la conscience collective dont a parlé monsieur le professeur Guérin. Je dois avouer que j'ai été assez stupéfait de votre proposition. J'y suis à titre personnel totalement hostile, parce que c'est remettre en cause d'ailleurs ce qu'est la clause de conscience individuelle. La clause de conscience, le concept de conscience collective existe. Il est souvent assez dangereux parce qu'il s'impose à la conscience individuelle. Et je trouve extrêmement dangereux de proposer une clause de conscience collective. En tout cas, en tant que rapporteur général, je m'y opposerai avec la plus grande force. Et quand vous mettez de côté les EHPAD, alors j'ose espérer que vous ne parlez pas de clause de conscience d'établissement, parce que pour le coup, les murs n'ont pas de conscience.
Mais alors, c'est à considérer donc que finalement, vivre dans un EHPAD, ce n'est pas vivre dans son domicile. Et que proposez-vous? C'est-à-dire qu'une personne qui répond aux critères d'éligibilité d'une aide à mourir, parce qu'il est à son domicile dans un EHPAD, eh ben on va lui dire, écoutez, madame, monsieur, vous répondez aux critères de la loi, mais pas de ça chez nous. Donc, on va vous amener à l'hôpital et vous allez bénéficier de l'aide à mourir en dehors de chez vous. Donc voilà, je voulais avoir des précisions sur ces différentes déclarations. Faute de temps, je ne pourrai pas développer, mais j'aimerais quand même avoir plus globalement votre approche sur les conditions d'éligibilité à l'aide à mourir, si elle vous semble trop restrictive, pas assez restrictive, j'en doute, et savoir sur quel point on pourrait améliorer les choses selon vous. Merci. Monsieur Martin. Merci, Madame la Présidente. Dans ce débat important qui s'amorce, et je remercie la qualité des échanges, c'est intéressant pour tous et ça nous aide à réfléchir. Moi, je vais revenir sur ma partie, c'est-à-dire le titre 1, avec des questions tout d'abord au professeur Guidet. Je crois que c'est lui qui a parlé de la gouvernance territoriale et du travail en réseau. C'est absolument fondamental. Nous attendons que le gouvernement nous propose une charte nationale et puis des principes de gouvernance. Sur ce point-là de la gouvernance, avez-vous déjà des idées? Vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus. À Madame Noëllec, pardon, deux questions. Vous avez parlé du projet personnalisé d'accompagnement. Qu'est-ce que votre fédération privée entend mettre comme moyen pour aider à co-construire ce projet personnalisé? Est-ce que vous avez prévu cela dans votre stratégie de développement? Et puis une question directe, qui n'est pas seulement pour vous, mais pour tous les établissements privés. L'aide à mourir, à votre sens, peut-elle faire l'objet d'une activité privée, éventuellement avec dépassement d'honoraires, ou est-ce que vous considérez qu'il doit s'agir de tarifs opposables et d'un encadrement strict de ces frais? Dernière question, et ce sera pour Madame le docteur Hubert de la FNEAD. Elle a évoqué, Madame, vous avez évoqué les initiatives existantes sur les maisons d'accompagnement. Est-ce que vous pourriez, parce qu'on est en réflexion aussi pour savoir quelles seront les propositions du gouvernement, qui d'ailleurs, et Madame la ministre l'a dit ici, s'engage à financer le fonctionnement, parce que c'est le fonctionnement qui a fait défaut dans certaines expériences comme les maisons de vie. Donc le gouvernement s'engage à financer le fonctionnement, laissant à d'autres initiatives, y compris les collectivités locales, de s'engager sur l'investissement. Alors, puisque il me semble que vous avez dit que vous aviez en tête des initiatives existantes, pourriez-vous nous tracer un peu le portrait robot d'une maison d'accompagnement successful qui rendrait le service qu'on attend d'elle? Merci, Madame. Madame Christol. Merci, Madame la Présidente. Ma première question s'adresse au professeur Olivier Guérin. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Olivier Falorni, mais je voudrais reparler des EHPAD, je pense que c'est important. Dans la discussion collégiale, on parle des médecins. J'aurais aimé qu'on précise qu'on ait votre avis sur la place des médecins coordinateurs, ainsi que des équipes soignantes dans les établissements médico-sociaux au sens large, que ce soit également des médecins qui exercent ou des infirmiers ou des soignants qui exercent dans les établissements aussi de prise en charge pour handicapés, pour sortir du principe des EHPAD. Je pense que c'est important
important. Et deuxièmement, sur la personne volontaire, vous en avez parlé. Vous avez parlé d'un soutien. Pouvez-vous nous préciser comment vous appréhenderez l'éventualité d'un accompagnement, d'une formation ou d'un soutien de ces personnes qui sont effectivement dans le texte proposées comme personnes pouvant donner le produit en l'absence ou en tout cas d'une présence d'un médecin dans la pièce. Mes autres questions s'adressent à Madame Sophie Beaupère pour Unicancer, mais ça rejoint également la question qui avait été posée par le professeur Guérin du moyen terme. On entend bien votre sentiment sur une définition court terme, moyen terme, difficile à envisager selon les pathologies, hein, que ce soit une maladie oncologique, on peut éventuellement, mais ce n'est pas l'objet de la table ronde, parler d'autres pathologies neurodégénératives. Mais le moyen terme aussi, vous l'avez cité également le professeur Guérin, donc moyen terme pour un gériatre. Quel est votre sentiment aussi? Je pense que ce sont des termes qu'il faudrait préciser. Et dernier point pour le docteur Elisabeth Hubert, par rapport aux établissements que vous avez cités, également des établissements de répit, des établissements d'accompagnement. Certes, ce n'est pas la même chose, il y a des expérimentations en termes d'établissements de répit actuellement. Pourriez-vous nous préciser quelles sont vos réticences par rapport à ces établissements et quelle est votre position par rapport justement à une prise en charge qui pourrait être de soutien et de répit également, hein, puisque ce sont également des maisons qui pourraient éventuellement pouvoir accompagner dans les personnes à plusieurs moments de leur parcours palliatif, en tout cas d'accompagnement. Madame Fiat. Merci Madame la Présidente, merci pour vos propos liminaires. Et ce qui est intéressant en vous écoutant, c'est que peut-être notre texte est équilibré parce que si on vous écoute, vous n'êtes pas d'accord ensemble entre ceux qui voudraient mettre plus de moyens dans le domicile, ceux qui voudraient écarter le domicile, parce que je rappelle que les EHPAD sont un lieu de domicile. Ceux qui veulent donner plus de moyens aux soignants, aux paramédicaux, ceux qui veulent donner plus de moyens aux médecins et pas aux paramédicaux. C'est là l'importance de trouver un équilibre dans ce texte. Évidemment, monsieur le professeur Guérin, pourquoi les EHPAD, que ce soit pour les résidents et même pour les soignants, voir partir le résident ailleurs les derniers jours, c'est un traumatisme pour le résident, mais aussi pour le soignant. Donc pourquoi ce choix par rapport, Madame Hubert, aux propos par rapport au choix, par rapport aux soignants qui refuseraient, ou par rapport aux malades qui prendraient cette décision dans la souffrance parce qu'il n'y aurait pas de choix, par rapport à la loi Claes-Leonetti. On a entendu dans les soins palliatifs que souvent la personne dit si jamais ça va trop mal, est-ce que j'y aurai le droit? Et soulagé d'entendre oui, si vous avez trop mal, vous y aurez le droit. Soulagé, on ne va pas à la loi Claes-Leonetti. Il y a cette possibilité, mais parfois la douleur est telle qu'on va jusqu'à la loi Claes-Leonetti. Donc, est-ce qu'on peut se dire aussi que la personne qui demande une aide à mourir, si la douleur est là, pourra soulager de se dire si je souffre trop, j'y aurai le droit, soulager de savoir qu'elle y aura le droit, elle ne le demandera pas, mais peut-être que trop douloureuse le demandera. Et par rapport au personnel soignant, que pensez-vous de l'article sur la clause de conscience pour tout le monde? Alors, qui commence à répondre? Monsieur Guérin. Il fallait que j'en choisisse un, hein, c'est tombé sur vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'ai eu un certain nombre de questions, notamment autour de ce que je disais sur les EHPAD. Alors, évidemment, l'EHPAD est un lieu de vie. Après, vous savez peut-être que est un lieu de vie et un domicile. Après, vous savez peut-être que j'ai commis
un rapport avec mon collègue Claude Jandel à la demande d'Olivier Véran et de Brigitte Bourguignon sur l'avenir des EHPAD et des USLD, dans lequel, du coup, vous connaissez ma position, qui est que l'EHPAD est devenu de fait un lieu de soins, ce qui n'enlève rien au fait que c'est quand même un lieu de vie, mais qui l'éloigne du domicile. Monsieur Falorni, quand vous dites c'est un domicile, ok, c'est un domicile un peu particulier tout de même. L'idée, encore une fois, là on est sur l'aide active à mourir, hein. On n'est pas du tout, Madame Fiat, sur l'accompagnement de fin de vie classique que l'on fait tous les jours. 25% des Français meurent en EHPAD aujourd'hui. C'est 25% des décès français ont lieu en EHPAD. Donc on le fait déjà. On accompagne évidemment dans les EHPAD du mieux qu'on peut. Il faut, à mon avis, augmenter assez largement, je vous renvoie au rapport, la technicité, l'encadrement, le niveau de compétence et aussi le niveau de reconnaissance de ceux qui y travaillent aux côtés de nos aînés dépendants et malades, puisque c'est ce qu'on a pu démontrer sur les profils des résidents qui ont changé avec les 15 dernières années. Un profil plus dépendant et plus malade. Donc ça nécessite cette dimension du soin. Donc vous voyez, c'est quand même, Monsieur Falorni, un domicile un peu particulier par la nature de ceux qui y sont. Le deuxième élément, c'est dans le cadre de l'aide active à mourir, ce qu'on arrive encore à préserver vraiment du mieux qu'on peut, en tout cas avec les moyens alloués, c'est-à-dire le projet de vie. C'est quand on connaît bien le fonctionnement interne d'un EHPAD au quotidien, je dirais, c'est très difficile d'imaginer que vous puissiez accéder à la demande d'un résident qui souhaite une aide active à mourir au milieu d'une communauté de résidents. Là, je vous renvoie sur le domicile, effectivement, parce que les liens qui se créent, l'anxiété, vous avez en EHPAD, la très grande majorité des résidents qui sont plutôt très anxieux de la perspective de la mort que parfaitement rassérénés quant à cette perspective-là. C'est pas si facile que ça à gérer, c'est ça que je disais. Je ne dis pas qu'il faut l'exclure à tout prix. Je dis qu'il faut l'organiser au moins et que, à mon sens, si vous me posez la question là maintenant, je ne vois pas comment. Voilà. L'organiser pour accéder à cette demande-là au sein de l'EHPAD. Voilà. Sur Madame Christol, ce que vous disiez sur le rôle du médecin coordonnateur. Et après, je vous parle de la conscience collective, c'est promis. Mais je finis sur l'EHPAD, si vous m'y autorisez. Sur le rôle du MEDCO, j'ai du mal à le distinguer du rôle de la communauté soignante et accompagnante globale de l'EHPAD, en fait. Mais le médecin coordonnateur doit avoir à la fois ses missions de médecine de coordination sanctuarisées, mais vous le savez, la vision que l'on porte, c'est aussi d'avoir une médecine de prescription à côté qui soit organisée justement du fait de l'évolution des profils de soins requis par les résidents d'EHPAD désormais et qui, a priori, ne vont pas s'améliorer dans les années à venir. On est d'accord. Surtout si, et je pense qu'on y est tous très attachés, ce fameux virage domiciliaire se fait bien et que donc, effectivement, par nature, ce seront, c'est toutes les projections que l'on peut avoir, des résidents de plus en plus dépendants et de plus en plus malades qui seront en établissement de fait. Donc cette vision du MEDCO spécifiquement, je ne sais quoi vous dire sur son rôle, en tout cas dans le dispositif, hein, puisque c'était ça le sens de votre question, je pense. Son rôle dans le dispositif. J'ai un petit sujet sur, tel que la loi le prévoit, c'est-à-dire le médecin qui sollicite un autre avis médical pour décider. Si c'est sur cette question-là que vous m'interrogez, ça me paraît compliqué que ça puisse être, par exemple, le médecin traitant qui travaille avec le médecin coordonnateur strictement autour d'un résident qui souhaiterait demander une aide active à mourir et que le médecin traitant se retourne vers le médecin coordonnateur qui n'est
puisque la loi prévoit que le médecin n'est pas censé connaître de trop le patient, en tout cas n'est pas son médecin qui le suit. Et effectivement, il y a un flou dans ce cas-là, parce que le médecin coordonnateur ne suit pas sur un plan du soin, actuellement dans le cadre de ses missions, véritablement. Donc je suis d'accord, il y a un petit flou, pour le coup, parce que ça pourrait être la circonstance, médecin traitant, médecin co. Et là, je trouve qu'on perd dans l'esprit de la loi le second avis, pour le coup. Donc effectivement, je trouve que votre question, à laquelle je n'avais pas pensé, est claire sur ce sujet-là. Médecin co, médecin prescripteur, sur la demande d'aide active à mourir, où effectivement, puisque maintenant vous me posez la question, je dirais qu'il faut que ça ne soit pas possible du tout, que ce soit ces deux-là, en tout cas, tel que le précise la loi. Et enfin, Monsieur Falorni, sur la clause de conscience collective, encore une fois, je suis conscient, j'ai eu quelques mandats publics aussi, ça a pu m'arriver de ces sujets si importants de la clause de conscience individuelle. Le sens de la clause de conscience collective par équipe de soins, c'est que, là encore, c'est peut-être le fait que je suis trop pratico-pratique de terrain, mais quand on gère des unités, des équipes de soins, la dichotomie entre ceux qui souhaitent et ceux qui ne souhaitent pas faire jouer leur clause de conscience individuelle et la répartition, là c'est en manager hospitalier, là je parle plutôt de l'établissement vraiment, hein, il faut réussir à reconstruire des équipes qui sont à peu près cohérentes en interne entre elles, vous voyez ce que je veux dire, et que finalement le fait d'avoir une vision de clause de conscience collective dont il, à mon avis, le rôle des législateurs que vous êtes, c'est plutôt si je sais que vous y êtes parfaitement opposé, mais de réfléchir peut-être au périmètre exact de ce que c'est qu'une équipe de soins. Mais ça serait, dans un temps de difficulté, de recrutement, de sens du métier, quelque chose qui nous paraît très important pour ne pas faire voler en éclats ce qu'il peut rester de certaines équipes de soins en France. Madame je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient adressées, Madame la Présidente. Oui, alors il y a eu un certain nombre de questions, je ne vais peut-être pas obligatoirement les prendre dans l'ordre. Peut-être par rapport à ce qui était déjà posé comme question sur les maisons d'accompagnement et les exemples, c'est vrai qu'il y a ici ou là eu des initiatives qui ont été prises à terme de répit. Alors, est-ce que l'accompagnement intégrera ce type d'initiative? Je sais que je suis dans une ville qui s'appelle Nantes, et où s'est instituée la maison de Nicomède, et effectivement, qui peut répondre à une partie de cet accompagnement, de ce répit. J'avoue que votre intervention nous a appris au moins une chose, c'est que j'étais un peu étonné sur les éléments chiffrés qui avaient été évoqués de 100 établissements sur 10 ans, 80 millions d'euros. J'ai maintenant l'explication, puisque effectivement la somme ne correspondrait qu'à du fonctionnement, l'investissement étant laissé à d'autres initiatives. Ok, bonheur pour qu'il y ait ces initiatives et qu'il y en ait partout. Sur les sujets qui sont ce que j'évoquais, ce que je crois est évoqué par Madame Christol sur des réticences. Alors peut-être me suis-je mal exprimé. Ce que j'ai évoqué, vous avez compris qu'au contraire, peut-être parce que nous sommes en HAD des acteurs du domicile avec le statut d'établissement de santé, et que, en toute humilité, nous sommes obligés de jouer cette complémentarité, parce que parfois nous sommes obligés de passer la main des familles, des personnes pour lesquelles effectivement la fin de vie est là. Il apparaît que cela reste trop douloureux dans le contexte familial dans lequel ils sont, et ils demandent à ce qu'il y ait effectivement une réhospitalisation, et qu'il y ait ces maisons qui permettraient de ne pas renvoyer à l'hôpital, comme la terminologie est souvent employée, mais effectivement de pouvoir présenter qu'il y ait cet accompagnement, qu'il puisse y avoir, un peu comme chez vous, mais avec un accès qui soit un accès complètement ouvert aux familles et aux amis, mais que vous ayez un tant soit peu de surveillance, que l'aidant ne soit pas obligé d'être sur le qui-vive 24 heures sur 24, même si nous efforçons en HD de mettre à certains moments des gardes malades, encore faut-il les trouver. C'est cela
à mon idée, les maisons d'accompagnement. Et je pense que nous serions en grande difficulté si effectivement ces maisons d'accompagnement sont aussi des lieux, d'où mon interrogation, sont aussi des lieux où seraient pratiquées les aides actives à mourir. Je crois qu'effectivement, pour des personnes qui ne sont pas engagées dans ce processus, et si vous me permettez, je reprendrai un tout petit peu l'exemple que nous avons de temps en temps en hospitalisation à domicile, et qui amène certains établissements à surtout ne pas mettre sur les véhicules de leurs professionnels, à ne pas floquer les mots HAD. Tout simplement, nous faisons beaucoup de soins palliatifs. Et l'image qui se rattache parfois à l'hospitalisation à domicile, c'est « Ah, l'HAD intervient. Oh là, c'est peut-être la fin. Je vais mourir, docteur, puisque vous avez demandé l'HAD. » Non, heureusement, nous faisons quand même, dans 60% des situations, des soins qui ne sont pas des soins palliatifs. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'effectivement, cette excellente idée et ce beau projet ne puissent être dévoyés parce qu'effectivement, il apparaîtra à un moment ou un autre que puisse être répondu à quelque chose qui n'a pas obligatoirement été exprimé, qui n'est pas obligatoirement voulu par la personne et qui serait avec cette confusion de lieux. Et je pense, à travers ce qu'évoque Olivier Guérin, que nous sommes un peu sur le même type d'approche quand Olivier évoque les établissements médico-sociaux. Madame Fiat a évoqué le sujet de la sédation. Alors peut-être, mal compris, auquel cas, vous me pardonnez, hein, et peut-être un petit peu de ce qui peut être estimé d'une certaine porosité avec des démarches d'accompagnement de fin de vie qui seraient d'une aide active à mourir. Là, le problème, et cela a été souligné, nous sommes devant cette grande inconnue de la définition du moyen terme. Moi, ce que je constate, ça fait déjà maintenant un certain nombre d'années que je suis présidente de la fédération. Ça fait aussi quelques années, effectivement, qu'ont été instituées, 2016, la loi Léonie-Ticlez avec cette possibilité d'être accompagné de sédation. J'ai pu constater, ce n'est pas glorieux, mais malheureusement, je l'ai noté, que jusqu'à ce que nous instituions des formations, eh bien, y compris par des professionnels pourtant avertis en soins palliatifs et dont c'est l'univers, il y avait une grande ignorance de cette sédation, de ce qu'elle recouvrait, de ce qu'elle permettait de faire et de ce qu'elle en était en accompagnement. Donc, je suis moins persuadée que nous n'avons pas été au bout de cette législation. J'ai même tendance à dire, avec dessous de provocation, mais j'espère que vous me le pardonnerez, vous savez que je suis plutôt direct, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas été jusqu'au bout parce que nous n'avons pas commencé. Il y a une ignorance absolue, aucune formation, aucun élément qui n'a été de communication, d'information, d'appropriation de cette loi Léonie-Ticlez. Et là, je trouve ça dommage. Donc voilà, le point, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, et si ce n'est pas le cas, je vous repréciserai. Quant à la conscience collective, bon, je crois qu'Olivier Guérin a déjà largement répondu, et je dirais simplement un petit mot, qui est aussi un point de sémantique, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de concertation. Je faisais la distinction entre concertation qui a existé et co-construction. C'est simplement ça que je voulais dire tout à l'heure. Monsieur Bourquin pour la FHF. Peut-être, alors d'abord formellement sur la question de la gouvernance territoriale, je pense que c'est assez naturellement la stratégie décennale, elle doit se déployer avec une responsabilité qui sera jusqu'à nouvel ordre institutionnellement celle de l'ARS qui devra la mettre en œuvre, et donc ça sera à l'ARS à notre sens d'organiser un comité de pilotage, mais avec des règles précises, une formation large associant bien sûr les représentants des usagers et des familles, et faisant régulièrement un point sur le déploiement de cette stratégie décennale. Ça veut dire aussi, et c'est pas un point négligeable, qu'il faudra travailler la question, la manière dont on, mais ça a été évoqué par d'autres, la manière dont on finance notamment les unités mobiles, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le mode de financement, le niveau, mais surtout le mode de financement soit particulièrement, je dirais, efficient. Donc il y aura un travail aussi sur les autres sujets, mais peut-être le professeur Guidé voudra compléter. Bon, sur la conscience, évidemment, il y a des collectifs de travail.
j'allais dire, si la représentation nationale, et c'est effectivement, mais les autres fédérations avaient été sur la même ligne, c'est la FHF ne prend pas une position institutionnelle sur la question de l'aide active à mourir. Cela dit, si la représentation nationale décide que ça doit être institué, il faut ensuite que ça soit applicable. Et donc, je pense que, évidemment, il y a des collectifs de travail, mais ensuite, je ne suis pas un spécialiste de la philosophie, mais la conscience, c'est quand même quelque chose de fondamentalement individuel. C'est la première chose. Et puis, sur la question de l'EHPAD, eh bien, je crois qu'il appartient aux professionnels de l'EHPAD, lieu de soins, mais d'abord et avant tout lieu de vie, d'accompagner les personnes dans tous les choix qu'elles sont amenées à faire. Et s'il est institué une aide à mourir, il faudra que la culture palliative, la culture d'accompagnement, fasse qu'on puisse donner droit à la demande légitimement exprimée de la personne d'accéder à cela et sans lui demander d'aller dans un autre lieu. Ça fait partie, je crois, de la culture d'accompagnement qu'il faut installer. Oui, deux, trois points en complément. Je pense qu'il est indispensable d'avoir un maillage territorial. Alors, il appartiendra aux ARS de l'organiser. Et de fait, les unités de soins palliatifs peuvent être un peu les pivots de cette coordination avec des actions de formation, des actions de coordination générale des unités mobiles. Vous avez compris que notre position, c'est vraiment de favoriser les unités mobiles qui puissent intervenir partout. Et ça suppose d'avoir les bras pour le faire, et ça suppose d'avoir une coordination et la possibilité de centres de référence si on a besoin d'avis complémentaires, etc. Donc cette notion de maillage territorial me paraît très importante. On a beaucoup parlé de moyen terme, court terme. Bon, c'est compliqué comme sujet. Pour moi, le moyen terme, c'est ce qui n'est pas du court terme. Je le définirais un peu comme ça en miroir. Le court terme, on sait ce que c'est. Moi, je suis médecin réanimateur. On sait qu'environ 1 décès sur 2 en réanimation sont précédés d'une décision de limitation d'arrêt de traitement. Et donc ça c'est du court terme, clairement. Dans le moyen terme, on est chez quelqu'un qui n'est pas dans une pathologie aiguë, enfin avec une acutisation de sa pathologie, mais qu'une pathologie chronique arrivée à un stade terminal, et qui envisage de s'inscrire dans un projet d'aide à mourir. Donc on n'arrivera jamais à s'en sortir sur le moyen terme. C'est vrai qu'il y a des nouvelles molécules qui apparaissent. C'est vrai que des malades que l'on récusait pour la réanimation il y a quelques années, on les accepte parce que maintenant il y a de nouveaux traitements qui sont possibles. Mais on n'arrivera jamais. Alors bien sûr, on peut saisir la Haute Autorité de Santé, mais je ne vois pas très bien sur quels critères ils vont pouvoir dire c'est 6 mois, c'est 9 mois, c'est 12 mois. C'est absolument impossible. Par contre, on voit bien que c'est un dispositif qui est complémentaire de la loi Claes-Leonetti. Et le dernier point, mais c'est ce que je disais en introduction qui me paraît absolument indispensable et qui permet de répondre partiellement à la question des EHPAD, c'est qu'il faut préserver la continuité de la prise en charge. Vous êtes pris en charge depuis plusieurs années par une équipe, et puis à un moment donné, l'équipe va vous dire non, on ne peut plus vous prendre en charge, il faut que vous alliez dans une unité de soins palliatifs. Moi, je suis beaucoup plus favorable à ce que les malades puissent rester dans l'établissement qui les suit, avec des relations de confiance, mais évidemment, il faut que ces établissements aient les moyens de pouvoir mettre en œuvre cette activité palliative, avec des lits identifiés soins palliatifs et des personnes qui ont cette compétence. Merci, Madame Beaupère. Je crois que vous aviez été interpellée sur 1 ou 2 questions. Oui, et sur les questions générales sur la gouvernance territoriale, comme ça a été souligné, le maillage territorial est fondamental pour pouvoir garantir à l'ensemble des patients l'accès à des soins palliatifs anticipés et sans doute des appels à projets transparents qui permettent à des structures de tout statut de pouvoir répondre sont fondamentaux, car il y a des équipes qui ont des projets et qui pour l'instant n'ont pas réussi parfois à ce qu'ils soient finalisés et soutenus au niveau régional. Et donc c'est un sujet fondamental d'avoir des appels à projets transparents avec des règles qui valorisent en fait l'expertise tout simplement des équipes concernées. Et puis au niveau national, avoir des indicateurs et une gouvernance et un pilotage qui associent bien sûr soignants, associations de patients,
représentants des aidants, mais un pilotage qui soit aussi médical à notre sens. Sur le moyen terme, ça a été évoqué. Je redis très rapidement ce qui a beaucoup été débattu au sein de notre fédération, qui est effectivement que c'est une notion complexe aujourd'hui, par exemple dans le cadre de la prise en charge des cancers, et qu'il nous paraît important que du coup, ce soit une approche collégiale, par exemple en réunion de concertation pluridisciplinaire, qui soit systématique, pour pouvoir se prononcer compte tenu de la complexité des situations comme évoqué. Concernant la clause de conscience, je voulais quand même dire un mot. Il y aura dans les centres de lutte contre le cancer également des professionnels qui feront jouer leur clause de conscience. Cela nous a été très clairement dit par un certain nombre de professionnels. Bien sûr, c'est la responsabilité des établissements d'appliquer la loi. Cela ne sera pas du coup quelque chose de simple. Il faut que les établissements puissent être accompagnés pour cela et soutenus. L'enjeu, c'est que dans les départements et les services de soins palliatifs et de soins de support, la situation en matière ressources humaines est déjà tendue, comme vous le savez certainement, en matière d'absentéisme, de postes vacants. Et c'est pour ça que nous sommes très supportifs du développement d'une filière universitaire, notamment en soins palliatifs, qui pour nous est quelque chose de fondamental. Et donc, il faut que nous puissions effectivement travailler collectivement pour pouvoir s'assurer que l'ensemble des patients bénéficient de manière anticipée de soins de support et de soins palliatifs. Et c'est pour ça que nous pensons que ce soit important que cette proposition de soins anticipés, soins palliatifs, soins de support, soit tracée. La proposition soit systématiquement et puisse être tracée dans le dossier hospitalier. Enfin, je voulais juste dire un mot sur les aidants. Nous pensons que une des orientations aussi, cela doit être de pouvoir proposer des consultations, par exemple, de prévention à destination des aidants, qui permet de prendre en compte la situation de l'aidant, prévention en matière de cancer, mais aussi de propositions de soutien et d'accompagnement psychologique et social. Et il y a des projets qui existent dans les centres de lutte contre le cancer, de consultation à destination des aidants. Nous pensons que c'est une orientation importante à prendre en compte dans le cadre du projet de loi et de son ambition. Et je voulais finir sur un sujet. Il a été évoqué le sujet de l'activité libérale. Bon, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je vous rappelle que les centres sont 100% service public sans activité libérale. Je ne pense pas que ce soit forcément le sujet. En revanche, il y a un vrai sujet de tarification. Dans le cadre de la stratégie décennale, il est évoqué qu'il y aura un travail technique sur la tarification des soins palliatifs. C'est absolument urgentissime, pas seulement à cause du niveau de tarification, même si ce niveau de tarification est un vrai sujet, notamment pour les hôpitaux de jour, même si les hôpitaux de jour ont été revalorisés dans les tarifs là, 2024, mais au regard du coût réel du travail de coordination de cette relation infusante. Mais il y a surtout un vrai sujet de tarification, puisqu'aujourd'hui, par exemple, la tarification telle qu'elle est dans le PMSI, en fait, ne permet pas d'identifier réellement l'activité de soins palliatifs, car cette tarification étant inférieure à une tarification, par exemple, d'autres séjours de médecine avec comorbidité, on ne peut pas finalement tracer aujourd'hui l'activité. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut que la tarification soit revue si l'on veut avoir des indicateurs robustes qui permettent de suivre l'évolution réelle de l'activité. Je tenais à le souligner. Merci. Madame Noëllec, pour FHP, rapidement. Merci, oui. Nous souscrivons largement à ce que vient de dire Sophie Beaupère. Sur la clause de conscience, bien sûr, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc une clause de conscience individuelle des médecins, mais aussi de l'ensemble des professionnels de santé qui doit être garantie, cette notion de rassurance. Et on pourrait dire que si on pose ça de manière un peu forte, tout comme les critères d'ailleurs et les conditions cumulatives d'accès à l'aide à mourir, on crée aussi un cadre, je dirais, de rassurance qui sera propice aussi à l'émergence de ce changement de paradigme qui, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore en fonction des sensibilités de chacun, sera le cadre posé si cette loi passe. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'en affirmer l'importance. Et si on veut aussi avoir des soignants qui effectivement expriment leur volonté de cet engagement, il faut effectivement qu'on ait aussi les garde-fous qui soient
liées. La deuxième chose, effectivement, sur le conventionnement, je pense que voilà, la réponse est dans la question. Il appartient à l'État de définir les modalités de conventionnement, mais la réponse est dans la question. Mais plus largement, ça me permet peut-être de dire que tout nouveau cheminement, la ministre a dit hier, ce n'est pas l'ouverture d'un nouveau droit, mais disons toute ouverture d'un nouveau cheminement doit être étudiée à l'aune précisément de ses impacts sur les plus vulnérables. Je pense qu'on assoit la validité de quelque chose de nouveau qu'on fait émerger dans l'espace éthique et sociétal d'un pays, précisément si on l'examine à l'aune de ses impacts sur les plus vulnérables. Et donc là-dessus, on a effectivement une réflexion qui doit s'inscrire de manière prioritaire. C'est peut-être sous cet angle-là que les débats doivent se dérouler pour voir effectivement comment l'évolution qui est appelée dans ce texte peut ou impacter les personnes les plus vulnérables. Et puis le troisième point, effectivement, sur le projet, l'accueil personnalisé et le projet personnalisé, l'importance de la fluidité du parcours. C'est vrai que c'est un peu dans l'ADN des cliniques et hôpitaux privés, effectivement, d'offrir une prise en charge précisément personnalisée et puis une fluidité dans le parcours. Il y a deux conditions, et ça a déjà été dit, qui nous paraissent fondamentales. C'est effectivement la formation des professionnels de santé. On voit bien qu'il est encore extrêmement trop lacunaire en la matière. L'acculturation des personnes, des citoyens au droit individuel, au droit collectif. La loi Kouchner, elle a un peu plus de 20 ans et on voit bien combien encore les droits. On a parlé des directives anticipées, mais on pourrait parler de la personne de confiance, on pourrait parler de tout l'arsenal de droits individuels et collectifs est encore très très mal approprié par les citoyens qui ne savent pas, par exemple, faites un micro-trottoir, les gens ne savent absolument pas ce qu'est un représentant des usagers, alors qu'évidemment ils ont des rôles tout à fait et jouent des rôles tout à fait essentiels dans nos établissements. Ce sont des notions qui ne sont pas du tout connues, il faut en être conscient parce que nous effectivement autour de cette table, ce sont des choses qu'on connaît, ce ne sont pas des choses du tout qui sont appropriées, ce sont pourtant des choses très importantes pour les citoyens. Donc il y a formation des professionnels, acculturation drastique aux droits individuels et collectifs, et puis prégnance plus forte dans la société de ces enjeux autour de la fin de vie et autour du questionnement sur notre fin de vie. Merci. Je ne ferai pas le test que je fais régulièrement de savoir qui ici a rempli cette directive anticipée, mais on le fera quand on ne sera pas filmé. On va passer aux questions. Donc, je demande aux députés une question en 1 minute et de dire à qui elle s'adresse. Nous avons jusqu'à 16h30. Donc, on y va, c'est parti. Madame Pouziref. Merci Madame la Présidente. Donc ma question s'adresse un peu à tout le monde. Enfin, on va cibler sur Madame Beaupère et Madame Moëllec. Je voulais revenir sur le point spécifique de la coordination qui est d'autant plus nécessaire lorsqu'on apprend le diagnostic. Et donc chaque personne se trouve en grande vulnérabilité à ce moment-là. Il s'agit de mettre le patient au cœur de ce plan personnalisé d'accompagnement. Et je voudrais savoir ce qu'il faudrait faire évoluer par rapport au dispositif existant du DAC, le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, qui, à mon avis, ne sont pas assez déclinés et effectivement qui ne sont pas connus déjà des patients. Donc déjà, il faut pouvoir avoir accès à l'information pour les patients. Vous parliez d'acculturation, mesdames, mais comment le rendre, le porter à la connaissance des patients. Vous avez parlé de lever les cloisonnements entre le HAD, les EHPAD. Les équipes mobiles en soins palliatifs semblent avoir un rôle assez central. Est-ce que le DAC est rattaché aux équipes mobiles et vice-versa? Comment cela fonctionne actuellement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer? Aussi des remontées de terrain, bien sûr. Lorsqu'on est suivi par un oncologue qui est dans un hôpital particulier, on est rattaché à un DAC particulier. Si on veut changer d'oncologue, on ne peut pas changer et donc avoir cette fluidité aussi de parcours
pour pouvoir être suivis par des équipes pluridisciplinaires qui seraient dans un autre hôpital. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, puisque vous avez notamment insisté sur la continuité, monsieur le professeur Guidé, sur la continuité de prise en charge. Or, il peut y avoir des ruptures dans le suivi, notamment en oncologie. Le lien avec la MDPH. Merci, Madame également. Pouzireff, voilà. pour votre question courte. Madame Leroux. Oui, merci Madame la Présidente. Alors ma question s'adresse, je pense, au professeur Guidé. Je m'interroge sur l'opportunité d'une évolution législative sur le suicide assisté pour les personnels hospitaliers. En 2023, l'étude Amadeus a fait état du taux alarmant de dépression parmi les équipes soignantes. 33% des personnels soignants exerçant dans les hôpitaux publics ou privés souffriraient de dépression. Près de 80% d'entre eux avaient déclaré avoir déjà eu des antécédents d'épisodes dépressifs. Cet état de santé alarmant engendre un taux d'absentéisme fort. L'article 5 du projet de loi qui s'apprête à être discuté entend confier aux médecins et aux infirmiers la tâche d'administrer une substance létale aux personnes qui auraient recours au suicide assisté et ne le pourraient pas physiquement. Ma question est donc celle-ci. Jugez-vous important, dans un contexte aussi délicat pour les soignants et alors que le taux d'absentéisme s'accroît, de donner une telle prérogative au personnel hospitalier? Je vous remercie. Monsieur Clouy. Merci Madame la Présidente, merci pour votre présence et vos interventions. Je pense que c'est important de toujours mesurer à quel point un nouveau droit qu'on veut reconnaître repose sur le travail de certaines et certains. Deux questions rapides et répondra qui le souhaite parce que c'est des sujets qui ont été transversaux. Le premier a été évoqué la pénurie de données ou d'informations sur la fin de vie. Je me demandais de quelle est la nature des informations qui vous semblent importantes à produire sur ce sujet. Est-ce qu'il s'agit d'informations statistiques, de données ethnographiques, qualitatives, de retour auprès des proches? Qu'est-ce qui manque pour vous pour mieux appréhender ce qu'est l'expérience en tant que telle de la fin de vie? Deuxième question, sur les moyens qui sont proposés. On a une stratégie décennale, comme vous avez pu le voir, qui est mise en avant par le gouvernement pour accompagner le texte qu'on a actuellement à discussion. Dans cette stratégie décennale, une des dimensions prévoit de discuter un nouveau modèle de financement des soins palliatifs. Est-ce que vous avez à ce niveau-là des réflexions que vous pourriez nous partager sur le mix qui vous paraît pertinent pour assurer la pérennité et la sûreté des moyens des soins palliatifs? Monsieur Juvin. Merci Madame la Présidente. Monsieur Guérin, je vous confirme que la clause de conscience peut concerner un établissement. L'article L2212-8 du Code de la santé publique précise, je le cite, qu'un établissement privé peut refuser que des IVG, en l'occurrence, soient pratiqués dans ses locaux. Donc, une clause de conscience, elle peut être collective, elle peut être d'établissement. Est-ce que c'est ce type de clause de conscience à laquelle, éventuellement, vous faites référence? Deuxièmement, Monsieur Guidet, la question de la collégialité réelle, on l'a bien vu, est un sujet, puisque tout le monde la pose. Depuis hier, j'explique que je trouve qu'elle est effectivement mal conçue dans le texte. Vous êtes réanimateur. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui sont autour de cette table comment, en pratique, se prend la décision collégiale quand on décide d'arrêter ou de limiter le traitement d'un patient en réanimation? Troisièmement, Madame Hubert, vous avez dit tout à l'heure, nous ne pourrons pas intervenir dans la démarche précoce palliative. J'avoue que je n'ai pas bien compris cela. Et enfin, dernier point, pour la FHF, l'aide active à mourir aurait fait économiser de l'ordre de 80 millions de dollars au système de santé canadien en 2022 pour des raisons simples, c'est que la fin de vie coûte très cher, en particulier en réanimation. Est-ce qu'à la FHF, vous avez des études médico-économiques qui étudient le coût des derniers jours de vie aujourd'hui en France? Monsieur Vigier. Et merci Madame la Présidente. Madame Hubert tout à l'heure disait très directement qu'elle était opposée à l'application de cette loi. J'imagine qu'ayant elle-même exercé des responsabilités importantes, si jamais cette loi bonifiée par les uns et par les autres est promulguée, naturellement, dans l'établissement dont vous avez la responsabilité, on l'appliquera. Et donc moi, la question que je voudrais poser est assez simple. C'est comment demain, tant pour les soins palliatifs, et on attend vos propositions, que pour l'aide active à mourir, on sera en capacité d'apporter une réponse opérationnelle, effective et équitable. La deuxième chose, sur les EHPAD, j'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, professeur Guérin, sur l'effet de conscience qui peut se produire soit au niveau de la conscience collective, soit sur les patients qui sont dans ces EHPAD, si jamais l'un d'entre eux demandait de l'aide active à mourir. Et quel est le regard que vous portez sur ces EHPAD qui, pendant la Covid, ont vécu des drames absolus et sur lesquels je ne suis pas persuadé que, franchement, l'éthique ait toujours été au rendez-vous, et en tout cas, tant les patients que les familles l'ont ressenti ainsi.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas des voies d'amélioration à trouver, sachant qu'on a connu ce qu'on a connu et vous étiez en première ligne et nous l'étions aussi quelque part. Merci. Monsieur Pont. Merci, Madame la Présidente. D'abord, une question pour le professeur Guidé qui parlait tout à l'heure, rappelait tout au moins le problème des centres de soins palliatifs dont nous manquons. Mais à côté de ça, il y a une possibilité de lits de soins palliatifs. Il parlait de maillage et de coordination, c'est-à-dire de travail en commun. Est-ce qu'il y inclut tout le secteur privé? La deuxième chose, c'est une réflexion personnelle par rapport à ce projet de loi de fin de vie. Pour moi, projet de loi de fin de vie, c'est consécutif à un problème de maladie et non pas fin de vie d'âge. Or, actuellement, on parle actuellement de fin de vie et d'EHPAD. Pour moi, les EHPAD, ce sont des lieux de vie où on termine paisiblement sa vie. Et le fait de parler en même temps de fin de vie et d'EHPAD, j'ai l'impression que c'est assez équivoque et pourrait laisser imaginer des choses qui n'ont rien à voir du tout avec ce projet de loi. Merci, Monsieur Odoul. Merci, Madame la Présidente. Visiblement, il y a un problème de sémantique générale. Ça a été rappelé par Madame Hubert. On n'ose pas parler d'euthanasie, on ne veut pas parler de suicide assisté, on ne veut pas considérer, comme l'a dit très justement le professeur Guérin, que les EHPAD, avant d'être des lieux de vie, sont des établissements médico-sociaux. Et très clairement, on ne veut pas parler de la dimension collective. Ça a été très bien rappelé par le professeur Guérin. Le résident dans son EHPAD n'est pas seul dans sa chambre. Il y a une communauté de résidents, il y a une communauté médicale de soignants et il y a une communauté de famille également. Donc ça a des répercussions et ça sème un trouble. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de frontières étanches entre les lieux de soins, les lieux où on va accompagner la vie jusqu'au bout et les lieux où on administre la mort pose un véritable problème que vous avez relevé. Merci, Monsieur Gage. Oui, merci Madame la Présidente. Alors ma question s'adresse à ceux qui connaissent bien ce sujet des EHPAD, Olivier Guérin, enfin tous d'ailleurs, Marc Bourquin, mais je voudrais avoir votre regard sur la question des soins palliatifs en EHPAD. Le rapport de la Cour des comptes l'année dernière pointait une situation très insuffisante dans le déploiement et le développement des soins palliatifs, en rappelant que à peine 6400 résidents d'EHPAD avaient pu bénéficier de soins palliatifs sur les 600 000 résidents. Et je pense que dans l'échange, il faut lever une ambiguïté. Bien sûr que l'EHPAD est un lieu de vie, mais c'est aussi un lieu de fin de vie et qui peut être aussi un lieu de fin de vie avec des douleurs réfractaires. Enfin, je parle sous le couvert d'Olivier Guérin. On peut être en EHPAD et être éligible aux futures dispositions de l'aide à mourir. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur nous-mêmes sous une forme de pression. Moi, je suis le premier à, en effet, scinder les deux problématiques. Je préférerais qu'on avance dans le droit à vieillir, dans la dignité, concomitamment aux enjeux de la fin de vie. Mais ce n'est pas parce que l'un n'avance pas aussi vite que l'autre qu'il ne faut pas aborder les deux sujets. Et il y a donc des fins de vie éligibles aux dispositions dans ce texte. Et dans la fin de vie, il y a à la fois la question des soins palliatifs et le regard de ce que vous avez vu dans la stratégie qui a été présentée hier décennale de soins palliatifs appliqués au renforcement des équipes mobiles de soins palliatifs, leur intervention dans les EHPAD, et la question particulière, où je le dis tout de suite, de savoir si les EHPAD, au regard d'une culture palliative chez les personnels, ne pourraient pas eux-mêmes, d'une certaine manière, être pour partie des maisons d'accompagnement. Madame Liso. Merci Madame la Présidente. Je vais m'adresser au professeur Guérin. Vous avez évoqué tout à l'heure, professeur, le fait que le soignant doit se trouver à proximité du lieu où la dose létale est distribuée et que ce terme de proximité semblait vous poser un problème. Quel serait le terme le plus approprié pour vous? Comment faudrait-il faire selon vous? Madame de Gorsuch. Oui, merci Madame la Présidente.
J'aimerais savoir en fait quelle est votre position sur la possibilité donnée par le projet de loi aux professionnels de santé de pratiquer le suicide assisté et l'euthanasie en milieu hospitalier, où 50% des malades meurent. Pensez-vous que la création de 10 maisons d'accompagnement, comme le prévoit le rapport Chauvin, va permettre de répondre aux besoins? Et aussi, la prescription du produit létal et l'acte d'euthanasie pratiqué par un médecin sont-ils pour vous des actes médicaux entrant dans la nomenclature générale des actes professionnels? Et si ce sont des actes médicaux, pourquoi n'ont-ils pas une base légale dans le Code de la santé publique? Voilà, merci. Dernière question pour Monsieur Rousset. Merci Madame la Présidente. Si on débat aujourd'hui, c'est dans le cadre bien sûr de malades. La maladie appartient aux malades, on le sait, on en a beaucoup parlé. Et on s'adresse à des malades, qu'ils soient en HAD, chez eux, en structure de soins palliatifs. Et donc, il faut recentrer notre réflexion. Mais moi, je voudrais vous poser un cas concret. Vous êtes devant un malade qui souffre, qui a un cancer évolué ou une autre maladie. Le propanofol qui est prescrit n'est plus efficace. La dose létale n'est pas loin d'être atteinte. Comment fait-on? On transfère le malade alors qu'on sait qu'il va mourir dans quelques heures ou dans quelques jours. On le regarde mourir, on fait appel à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ça la réalité de la loi que nous devons construire. Voilà. Donc moi, je vous demande là, à vous tous, moi aussi j'étais médecin, j'ai eu à gérer ce genre de situation. Concrètement, quand on fait appel à notre humanité, à notre humilité, est-ce qu'on peut dire aussi de façon péremptoire je ne prends pas en charge ça, c'est trop difficile à organiser, il faut des groupes homogènes pour décider de façon collective, etc. En fait, il faut prendre la décision et qui fait quoi. Voilà. Merci. Alors, c'est assez simple, il nous reste 20 minutes. Vous êtes 5 minutes chacun. Voilà, je savais bien que vous alliez noter que j'étais très mauvaise en maths, mais je voulais faire 4, mais je pense que 5 minutes, c'est bien pour répondre à toutes les questions qui vous auraient été posées. Allez, Monsieur Guidé, je sens que vous avez le... Oui, donc il faut bien dissocier l'instruction de la demande de la réalisation. Sur l'instruction de la demande, c'est médicalisé. Il faut bien regarder effectivement les motifs de la demande. Sur la réalisation, on peut discuter sur le caractère médicalisé ou non, mais en tout cas, il faut qu'on ait un plan B si ça ne se passe pas bien. C'est la question que je posais et qui me paraît absolument majeure. Sur la collégialité, collégialité, c'est au moins 2. Comment ça se passe dans les services de réanimation? Il y a plusieurs cas de figure. Il y a les cas de figure où c'est compliqué et les cas de figure où c'est plus simple. Ça me permet d'introduire la notion de consensus. Moi, je ne suis pas pour le consensus, je suis même pour qu'il y ait un peu de dissensus, c'est-à-dire que les gens puissent dire qu'ils ne sont pas d'accord et que ça discute au sein des équipes. Par contre, la collégialité, la transparence, c'est absolument indispensable. Donc, en pratique, il faut d'abord qu'au sein de l'équipe, il y ait un accord global, pas nécessairement un consensus, avant d'aborder la question avec les proches du patient. Donc, dans le cadre de cette future loi, la collégialité s'est inscrite avec un médecin, avec un personnel de santé et puis un expert qui peut compléter l'avis sur la recevabilité de la demande. Donc, il me semble que ça assure une certaine collégialité. Alors, c'est vrai que dans un certain nombre de cas, c'est compliqué. Il y a le problème de la pathologie psychiatrique. Il y a le problème également des délais. Effectivement, il faut que l'expert qui va éclairer la décision puisse être mobilisable dans les délais impartis. Donc, c'est vrai, 14 jours, ça peut être compliqué. Donc, ça, c'est un point qu'il faudra aborder. Après, sur la question de l'équipe mobilisable à proximité, c'est une question que je pose qui, dans l'état actuel du texte, n'a pas de définition précise. Qu'est-ce que doit faire cette équipe si ça ne se passe pas bien? Est-ce que l'équipe, à ce moment-là, se substitue au malade et injecte la substance létale? Donc, on est effectivement dans une exception d'euthanasie, d'une certaine façon, pour dire les choses. Sur les données, moi, je pense que c'est le domaine de l'adresse, de pouvoir se saisir. Encore faut-il que ce soit correctement codé. Sur les modalités de financement, on peut imaginer, un peu comme ce qui va être proposé dans l'évaluation de la T2A, qu'il y ait une partie forfaitaire et une partie à l'activité.
Après, la part respective des deux, c'est difficile. Sur les aspects médico-économiques, il y a des données nord-américaines sur le Medicare, avec, on le sait, environ 30% des malades qui fréquentent un service de réanimation dans leur dernier mois de vie et 3% qui sont ventilés pendant plus de 48 heures. Donc, incontestablement, il y a une prise en charge lourde dans les dernières semaines de vie, avec évidemment un impact financier majeur. Mais il ne faut pas du tout inscrire cette réflexion avec un éclairage financier, ce serait extrêmement contre-productif. Peut-être en complément, oui, moi je veux insister sur ce que vient de dire à l'instant le professeur Guidé. Il ne faut surtout pas rentrer dans cette logique-là, d'autant que c'est des calculs conventionnels qui n'ont pas beaucoup de signification. D'ailleurs, le chiffre canadien, il montre que c'est des sommes qui sont dérisoires par rapport à la dépense de santé globale. En revanche, peut-être pour répondre à la question de Jérôme Guedj, oui, il y a un immense effort à faire pour que les unités mobiles, c'est pour ça qu'on insiste à ce point sur le déploiement des unités mobiles, puissent répondre à la demande des EHPAD, mais aussi bien sûr au domicile des personnes. Ça aussi, c'est dans la logique de la culture palliative, parce que ça veut dire qu'il faut que les EHPAD aussi demandent plus qu'aujourd'hui, que ça cesse d'être un espèce de non-dit. Et oui, je pense que les EHPAD, je dis tout à l'heure, dans la mesure où ils doivent, dans la conception que nous avons, accompagner jusqu'au bout, oui, ils seront aussi des lieux d'accompagnement, encore une fois, quel que soit le choix de la personne, y compris si c'est le choix d'une aide à mourir, mais aussi, et d'abord, pour accompagner les derniers temps de l'existence. Et donc, voilà, ça veut dire qu'on s'inscrit clairement dans le fait qu'il faut que ces structures médico-sociales soient au cœur de la stratégie décennale. Madame Noëlec, bon. Oui, moi je voulais répondre, peut-être apporter un élément de réponse qui est loin d'être exhaustif, mais à l'interrogation du député Clouet sur les données. Parce que c'est vrai qu'au-delà effectivement des données, je dirais, quantitatives et statistiques que peuvent fournir l'adresse, par exemple, on aurait potentiellement, si évidemment plus de 18% des Français renseignaient leurs directives anticipées, on aurait dans le recueil anonymisé naturellement des directives anticipées comment dirais-je, des données extrêmement intéressantes et extrêmement instructives. Si on anonymisait effectivement toutes ces données sur le rapport à la fin de vie, sur ce qui motive finalement un choix pour sa fin de vie, sachant que l'idéal, ce serait évidemment que ça ne soit pas un coup près, mais que ça s'inscrive dans une perspective évolutive, on aurait de ce recueil anonymisé des directives anticipées quelque chose d'extrêmement intéressant qui permettrait d'expliquer, par exemple, si l'évolution du rapport à la fin de vie est finalement facteur, par exemple, de l'entourage de la personne. On voit bien qu'il y a des personnes âgées qui disent « bon voilà, moi je ne veux pas être une charge, etc. » Qu'est-ce qui motive véritablement finalement une demande de vie, une demande de mort? On aurait des données véritablement très sensibles avec ce recueil anonymisé qui serait certainement très utile pour nous aiguillonner et pour nous conduire des débats comme celui que nous menons aujourd'hui. Donc c'est sans doute quelque chose à explorer. Ça n'est pas le cas aujourd'hui et je pense qu'on y trouverait une source effectivement très sensible de renseignements qui est aujourd'hui une terra incognita absolue. Il faut quand même bien le dire. Monsieur Guérin. Merci Madame la Présidente. Alors sur les questions qui m'étaient adressées, alors tout d'abord celle de Philippe Juvin. Non, ce qui est porté par la FEHAP n'est pas une clause de conscience d'établissement, mais plutôt la construction d'une clause de conscience collective à l'échelle de l'équipe de soins. Voilà, pour essayer d'éviter des dissensions qui nous paraissent très complexes à gérer dans l'état actuel du fonctionnement des établissements de la FEHAP, et j'en connais d'autres aussi qui sont plus publics, et ça me paraît relativement identique. Cela dit, pour la question de Philippe Viguier sur ce qui s'est passé pendant le Covid, notamment, mais là, pour le coup, le droit inconditionnel de visite, c'est quelque chose de fondamentalement important et qui est, j'espère, qui
définitivement réglera la question que vous souleviez a posteriori. Voilà. Donc évidemment, ça nous paraît très important. Simplement, encore une fois, sur l'EHPAD, et j'en viens du coup à la question de Jérôme Gage, mais je suis fondamentalement d'accord. Évidemment, il faut, que l'on puisse tout d'abord mieux médicaliser, et c'est pas un gros mot, mieux sanitariser nos EHPAD parce que les résidents en ont besoin et que la petite musique que l'on peut entendre de « c'est un lieu de vie, c'est un domicile » et donc ça doit rester avant tout un lieu de vie, un domicile, bien sûr, dans la conception collective de l'animation, qui plus est, mais on ne peut pas avoir un beau projet de vie dans son domicile EHPAD si l'on n'est pas soigné, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Voilà. Donc il faut aussi soigner. Et c'est soigner pour mieux vivre, c'est quand même pas mal. Ensuite, dans cette dimension-là, il faut cette culture, évidemment. Il faut de la compétence externe qui puisse rentrer dans les murs, en plus de la montée en compétences internes. Et une fois qu'on aura fait tout ça, peut-être que dans ce cas-là, les choses seront plus possibles sur l'aide active à mourir, mais dans des endroits qui ne sont pas au milieu des chambres habituelles de la Quand on rentre en EHPAD, on y rentre pour un projet de vie. Voilà, tout simplement. Madame Hubert. Oui, je vais essayer d'être rapide. Il y a une question sur les DAC. Je crois qu'il faut avoir en tête, là ça serait un petit peu trop long à développer, les dispositifs d'appui sont beaucoup plus sur des dispositifs d'appui de coordination et qui n'allaient pas, effectivement, et on peut se poser la question d'ailleurs, jusqu'à la fin de vie, d'autant plus que dans bien des endroits, les DAC ne sont pas encore effectifs. Ils existent, parfois sur le papier, mais ils ne sont pas effectifs. Et je pense qu'effectivement, ça sera un vaste challenge, notamment dans le sujet de la gouvernance territoriale dont il a été tout à l'heure question, de contribuer, et c'est le rôle aussi des agences régionales de santé, à mettre un petit peu tout ce monde autour de la table pour faire en sorte qu'il y ait une efficacité au rendez-vous. Deuxième chose, c'est, il a été évoqué par, je crois, Philippe Juvin, que j'avais évoqué effectivement que la démarche palliative n'était pas obligatoirement possible. En deux mots, parce que là aussi c'est un tant soit peu technique, nous sommes établissements de santé et nous sommes établissements de santé en substitut de l'hospitalisation conventionnelle. C'est-à-dire que nous ne pouvons prendre en charge que des malades qui seraient effectivement hospitalisés dans un établissement avec hébergement. Et aujourd'hui, on constate de plus en plus qu'on nous demande de prendre en charge des patients à des stades assez précoces ou qui sont dans la situation qu'évoquait tout à l'heure Sophie Beaupère, c'est-à-dire à des périodes un tout petit peu instables et qui pourraient nous amener à intervenir et dont on ne sait pas d'ailleurs à quel moment le patient va se mettre à avoir mal, à quel moment le patient qui est déjà un peu dénutri peut basculer. Et c'est là où aujourd'hui, de façon un peu idiote, parce que c'est notre mode de tarification, notre mode de codification et de facturation, qui fait que nous ne pouvons pas intervenir sous peine d'être requalifiés comme n'étant pas de l'hospitalisation à domicile et ne pouvant pas facturer pour des patients. Nous sommes en discussion pour faire en sorte que le sujet soit un tout petit peu élargi. Vous voyez, c'est un tout petit peu technique, c'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure. Simplement, je crois qu'il a été posé la question par monsieur le député Viguier sur justement l'application en établissement d'hospitalisation à domicile, c'est simplement pour la raison qu'évoquait Olivier Guérin. C'est que dans un certain nombre de cas, les établissements d'hospitalisation à domicile, rappelons-le, établissement de santé, c'est un statut. Ce n'est pas un établissement obligatoirement avec des murs. Nous sommes dans un certain nombre de situations, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le cas en Eure-et-Loire, où l'équipe, elle est réduite. C'est-à-dire que vous avez, parce que la capacité de prise en charge est réduite, vous allez avoir un médecin, deux médecins, quelques infirmiers. Je fais quoi? Si toute cette équipe qui est habituée à travailler ensemble, les uns ou les autres disent non, je n'interviendrai pas pour l'aide active à mourir. Je ne suis pas en train de dire que ce patient sera abandonné dans ses soins. Ce n'est pas ce que l'on est en train de dire. Nous accompagnons. Mais l'aide active à mourir, c'est-à-dire ce geste actif, nous ferons quoi? Et c'est là, et c'est pour cela que j'évoquais effectivement, dans la continuité de ce qui a été dit, la notion collective de clause de conscience pour des équipes. Je crois qu'il a été posé aussi une question sur
La sédation, je crois à l'application de la sédation, alors avec un exemple de médicament qui n'est pas un médicament de sédation. Hein. Nous travaillons beaucoup avec le midazolam. Hein. Et le midazolam, quand vous commencez à augmenter un peu les doses, le midazolam, effectivement, endort et dépresseur respiratoire et fait en sorte qu'effectivement, nous soyons de façon pleine et entière dans une phase de sédation. Et je vous rassure, on peut être pris et être sédaté dans des endroits et on n'est pas obligé d'aller à l'étranger. Une de mes amies vient d'être sédatée à l'Île-Dieu. Je n'ai pas l'impression qu'effectivement ce soit un grand établissement. Il n'y avait pas d'unité de soins palliatifs. Il n'y avait pas de lit identifié de soins palliatifs. Il y a eu des médecins qui ont effectivement, de façon collégiale, en répondant aux règles, qui ont pu sédater cette patiente qui était effectivement au-delà d'une rémission possible sur le plan médical. Et Madame Beaupère ? Oui, rapidement, sur les DAC, je rejoins ce qui vient d'être dit. Déjà, le bilan de fonctionnement des DAC est assez hétérogène en fonction des régions. Et c'est sans doute davantage les équipes mobiles de soins palliatifs et à leur capacité à se projeter au niveau régional, que ce soit d'ailleurs pour les adultes, mais aussi pour les soins palliatifs pédiatriques, qui permettra d'améliorer le maillage territorial. Je voulais souligner l'importance de l'accompagnement et de la formation des professionnels. Ça sera un volet, bien sûr, fondamental de la formation pour que la loi puisse être appliquée au mieux dans les établissements de santé et par l'ensemble des professionnels du système. Sur les données, évidemment, la recherche permettra d'affiner les données qui doivent être disponibles. Notons que, par exemple, le benchmark international qui a été fait par le Centre national de soins palliatifs apporte des éléments de comparaison intéressants entre les pays, montrant d'ailleurs une hétérogénéité des résultats liés d'ailleurs au cadre de loi qui sont différents en fonction des pays, mais également pour nous les données qui permettront de tracer le fait qu'il y ait des propositions de soins palliatifs anticipés, des plans anticipés sont quelque chose de fondamental, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises. Enfin, sur le financement, c'est un travail à mener, bien sûr, en collégialité avec le ministère de la Santé et la TIH. Un des enjeux, c'est que tout simplement la valorisation soit à hauteur des coûts qui sont réalisés. On prend l'exemple des hôpitaux de jour. Les hôpitaux de jour, soins palliatifs, soins de support, nécessitent beaucoup de travail de coordination. Les tarifs ont été revalorisés, mais dans les études médico-économiques que l'on peut avoir tirées tout simplement des données du PMSI, les tarifs semblent encore inférieurs au coût réel de l'activité. Et je rejoins la position de la FHF, c'est sans doute un mix entre un financement à l'activité et un financement au forfait qui permettra de donner les moyens aux équipes, aux établissements de pouvoir fonctionner. C'est bien ce que je disais, 5 x 5, ça fait 20. Donc, merci, mesdames et messieurs, pour d'abord vos propos liminaires, les réponses aux questions de mes collègues. N'hésitez pas, si vous avez des contributions supplémentaires, à nous les faire parvenir. Elles seront bien sûr transmises à tous les commissaires. Je vous propose une petite pause de 5 minutes pour changer les petits chevalets.